Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur comment faire de la CSRD un outil stratégique de transformation et d'excellence en ESG. Je me présente rapidement, je suis Alexandre Silam, donc responsable de la partie finance d'entreprise chez Finance Innovation. On a construit ce webinaire avec plusieurs intervenants aujourd'hui. Vous avez donc Catherine Rolland, ex-CFO chez LVMH, Isabelle Viennois, CEO chez Needle, Marc Escande, CEO chez SIR, Bernard Lebel, CEO chez The Green Link, et Anne-Sophie Levasseur, qui est partenaire chez Columbus, qui va animer ce webinaire. Pour vous parler 2 petites minutes de Finance Innovation, donc on est un pôle de compétitivité qui accompagne les startups, les fintechs innovantes dans les métiers de la finance, que ce soit dans la finance de marché ou la finance d'entreprise. On a été à l'initiative de Paris-Bercy en 2007 et donc notre but, c'est de faire en sorte que la finance digitale rencontre les grands acteurs de la finance traditionnelle et je suis ravi de vous laisser en bonne compagnie pour ce webinaire. Anne-Sophie, je te laisse reprendre. Merci à tous. Merci Alexandre, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la réglementation CSRD et aux moyens d'en faire un outil stratégique de transformation et d'excellence. Donc, je suis Anne-Sophie Levavasseur, directrice associée au sein du cabinet Columbus Consulting. Juste 2 mots pour introduire. Nous sommes un cabinet de conseil en organisation et management, dont une partie de notre activité est dédiée à la transformation du secteur financier. Et dans ce cadre, nous accompagnons nos clients sur leurs projets de transformation, leur activité, de la mise en conformité réglementaire, des sujets autour de la finance durable, bien évidemment, et notamment la réglementation CSRD qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, merci à vous quatre, Catherine, Isabelle, Marc et Bernard. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la réglementation CSRD. Juste pour introduire en 2 mots cette réglementation, donc elle est apparue dans le cadre du Green Deal européen et elle vient remplacer la réglementation qu'on connaissait sous le nom de NFRD. Et elle est applicable depuis 1 mois, c'est-à-dire depuis le 1er janvier. Donc, elle s'applique à tout l'exercice 2024 et les premiers reporting CSRD sortiront en 2025, notamment pour les plus grandes entreprises, c'est-à-dire les premières concernées, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 25 millions d'euros de bilan ou plus de 500 salariés. Et progressivement, on va arriver jusqu'en 2028 avec de plus en plus d'entreprises qui y seront soumises. Donc, c'est une réglementation qui va plus loin qu'un FRD, elle est beaucoup plus large et puis on aura l'occasion d'en parler. Elle introduit cette notion de comparabilité, plus de fiabilité et surtout cette notion de double matérialité. Donc, effectivement, c'est une réglementation qui est complexe, ça c'est certain, mais je suis assez convaincue que c'est cette complexité justement de la réglementation, cette richesse qui en fait sa valeur. Notamment vers la double matérialité, qui est un exercice très orienté sur l'entreprise, sur son modèle d'activité et sur ses impacts. Alors, pour commencer, je vais vous laisser chacun vous présenter et puis présenter vos activités en lien avec la CSRD. On va faire dans l'ordre de la présentation. Catherine, je vous laisse commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Catherine Rolland. J'ai travaillé dans le groupe LVMH pendant plus de 30 ans. Je ne suis plus en activité pour l'instant. J'ai travaillé dans différentes sociétés du groupe, dans la beauté, dans la mode, à la finance et en tant que directeur financier notamment. Et voilà, les sujets de CSRD me semblent au cœur de l'actualité du jour et des transformations nécessaires. Isabelle. Isabelle Viennois, moi j'ai créé une plateforme d'experts et de consultants indépendants dédiés au sujet de l'ESG et de la sustainability qui s'appelle Needle.org. C'est une entreprise que j'ai créée en 2020. Avant ça, j'ai un passé de consultante, notamment sur les sujets de transition énergétique. Et donc, Needle.org, c'est une plateforme d'experts et de consultants indépendants et d'advisors dédiés au sujet ESG et transition environnementale, et on travaille sur la CSRD. Les
les consultants indépendants qu'on fait travaillent sur des analyses de double matérialité, des gap analysis, et on a des gens très pointus sur les différents sujets environnementaux autour de la CSRD. Marc? Oui, bonjour à tous. Marc Escande, donc en quelques mots, je suis le président de SIR, In Extenso Sustain It Right. C'est une plateforme SaaS que nous avons créée dans le but précis d'aider les entreprises à optimiser leur parcours CSRD, et exactement dans le sens du titre de ce webinaire, d'éviter d'en faire un exercice bureaucratique et l'utiliser comme un levier de transformation. Cette plateforme, je vous en parlerai, elle est bâtie sur une technologie de gestion de programmes complexes. Et pour me présenter en quelques mots, donc moi j'ai un parcours, j'ai commencé dans l'audit interne, j'ai assez vite migré vers les opérations. J'ai une vingtaine d'années dans des postes opérationnels et de management en supply chain management et en achat. J'ai aussi fait un passage par la Banque mondiale. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser de très près à toutes les problématiques de reporting ESG, avec tout ce qui se passait dans un premier temps aux États-Unis avec les normes SASB, et évidemment aujourd'hui avec l'avènement de la CSRD et du bouleversement fondamental qui est en train de se produire. Voilà, enchanté. Et Bernard? Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Pour moi, donc, je suis le fondateur de The Green Link, qui est un portail dédié au développement durable, Sustainability as a Service. Pour ma part, j'ai plus de 25 ans d'expérience internationale en tant que cabinet stratégie opération. Je suis aussi expert au Forum économique mondial en innovation et développement durable, et j'ai été le directeur national innovation pour Deloitte Canada entre 2017 et 2020, et j'ai récemment eu un badge sur LinkedIn, Top Corporate Sustainability Voice. Et nous, ce que nous avons mis en place, que nous avons créé, c'est un portail qui va permettre aux entreprises, un portail stratégique digital augmenté par de l'IA, qui permet d'engager les entreprises dans une correction de la trajectoire climatique, parce que la finalité, c'est de permettre à ces entreprises d'enclencher et de gérer leur stratégie de transformation nécessaire pour atteindre les objectifs RSE et répondre aux contraintes du sujet du jour, à savoir la CSRD. De notre côté, nous existons depuis 2019 et nous accompagnons depuis 2019 des entreprises dans tous les secteurs et dans toutes les industries et dans toutes les géographies. Donc nous, notre positionnement, c'est vraiment d'aider les entreprises qui ont décidé d'y aller et qui ont compris que la transformation durable, le respect des obligations Sustainability CSRD, c'est un excellent vecteur de transformation et une vraie opportunité de stratégie de croissance. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Donc, pour commencer ces échanges, Marc, vous parliez de votre plateforme tout à l'heure et de l'intérêt de cette nouvelle réglementation. Alors, la première question serait, expliquez-nous pourquoi c'est si problématique finalement de n'envisager CSRD que comme un exercice réglementaire. Si jamais on le prenait comme ça, en quoi ce serait problématique? Et comment ces entreprises peuvent dépasser cette barrière de complexité de cette réglementation? On ne vous entend pas, Marc, ou en tous les cas, moi, je ne vous entends pas. Oui, excusez-moi, j'avais oublié de me enlever le mute. Oui, ce que je disais, en fait, le terme clé quand on parle de la CSRD, on commence avec le terme de complexité. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que tous les enjeux et tous les défis se trouvent. Aujourd'hui, donc, la CSRD est en vigueur depuis le 1er janvier de 2024. Évidemment, toutes les entreprises qui y sont assujetties dès cette année, les 12 000 plus les quelques 18 000 de la deuxième vague, sont en train de regarder, de plonger dans les normes et de se rendre compte que c'est un exercice extrêmement, je dirais, ardu pour un certain nombre de raisons. Et ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour partager quelques slides qui résument en fait le défi de la CSRD, pour ensuite montrer quels sont les moyens de relever ce défi. Alors, hop, voilà. Ok, donc Anne-Sophie, pour reprendre ce que vous disiez, bon, la première chose qui fait que la CSRD est un défi majeur, c'est le scope.
C'est un scope qui est énorme, c'est, comme disent les anglo-saxons, comprehensive, c'est exhaustif par rapport à toutes les problématiques ESG. Donc, on a les 5 E, le changement climatique, la pollution, les ressources aquatiques, la biodiversité et les écosystèmes. Ensuite, les 4 S avec les effectifs de l'entreprise, les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés touchées, les consommateurs et utilisateurs finaux, et la conduite des affaires, et tout cela, pas simplement cantonné aux 4 murs de l'entreprise, mais avec une vue et une obligation de rapporter au niveau des value chains sur un certain nombre de ces critères qui en font un scope déjà gigantesque. En plus de ça, donc comme Anne-Sophie le disait, la réglementation est extrêmement granulaire, extrêmement prescriptive. Il y a plus de 300 pages de standards qui ont été publiés. Là-dedans, on retrouve 500 cross-références, donc ça devient touffu, ça devient difficile à digérer. Tout ça est intégré et organisé en ce qui s'appelle des disclosure requirements. Au total, il y a 100, et qui sont composés de points de données, c'est-à-dire des éléments spécifiques que chacune entreprise va devoir rapporter. Donc tout ça, c'est un scope énorme, et de plus, ce qui est important, c'est que ces points de données, en fait, sont d'une grande biodiversité, justement, puisqu'on a des points qui sont de pure gouvernance, d'autres qui traitent à l'élaboration de stratégies, d'autres qui sont focalisés sur tout ce qui est mesure d'impact, gestion des risques, des opportunités, et enfin, un certain nombre d'indicateurs. Donc, avec tout ça, en fait, on se retrouve avec je dirais, une palette extrêmement vaste de sujets à traiter, et des sujets qui, aujourd'hui, dans l'entreprise, et c'est un des principaux défis, bon, et oui, et évidemment, donc, comme Anne-Sophie le mentionnait, avec le filtre de double matérialité qui va faire que ce que va devoir reporter une entreprise n'est pas le même scope qu'une autre entreprise. Donc, tout ça, beaucoup de complexité à gérer, et d'autant plus que pour arriver à traiter tous ces sujets, on ne peut pas, une entreprise aujourd'hui n'a pas l'expertise dans un département donné. Donc, évidemment, les équipes RSE, Sustainability, ont une partie de la connaissance, mais étant donné qu'on rentre dans un monde de la réglementation et donc un monde normatif, la finance et la comptabilité sont amenées à jouer un rôle prépondérant, et je pense que Catherine évoquera le point et comment cette migration va avoir lieu. Et puis, en fonction du scope, on va avoir besoin des équipes juridiques, légales, RH pour tout ce qui est workforce, TI parce qu'il va y avoir beaucoup de systèmes à mettre en place, de data, à les collecter, à les traiter, à les combiner. R&D et production, parce que toutes les stratégies de décarbonation sur la biodiversité vont impliquer une revue du portefeuille produits et services en profondeur, et évidemment tout ce qui est supply chain et procurement. Donc, ça veut dire, fondamentalement, on a un projet, le programme de la CSRD est extrêmement complexe, il est totalement cross-fonctionnel, et il va falloir voir comment arriver à faire travailler ensemble toutes ces équipes dans un tout cohérent et intégré. Donc, pour introduire encore un autre niveau de complexité, et ça c'est très important, c'est que donc la norme, elle cherche fondamentalement à faire que tout le monde rapporte selon les mêmes standards, mais ce faisant, on se rend compte aujourd'hui que dans les entreprises, et quelle que soit une entreprise qui ait plus d'un site et plus d'une business unit, on se retrouve avec, donc d'un côté la CSRD, et dans l'entreprise, avec des divisions, des régions, des sites, des filiales différents. Et typiquement, la situation classique de 95% des entreprises, c'est le fait que dans ces unités organisationnelles, il va y avoir différents profils de matérialité et différents niveaux de conformité par rapport à la CSRD dans chaque unité. Certaines unités vont avoir les outils, les ressources, les compétences nécessaires, d'autres ne les auront pas. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, en fait, gérer la CSRD en tant qu'entreprise comme en mode one size fits all. On va devoir prendre en compte les différences au niveau de chacune des unités organisationnelles. Donc, ça veut dire, en fait, être capable d'avoir un modèle dans lequel les obligations de la CSRD soient
combinés arrivent à rejoindre en fait et soit évalués au niveau de chaque élément de l'organisation. Pour cela, il faut prendre en compte, comme on le mentionnait, donc cette phase critique d'analyse de matérialité pour définir quel est le scope de reporting qui se doit d'être pris en compte pour une entreprise donnée. Et ce faisant, la clé, c'est d'arriver à définir comment on va gérer tout ce qui s'appelle ici sur le slide, ces connecteurs, de telle façon à ce qu'on puisse avoir une gestion complètement intégrée de la CSRD sans la simplifier. Et ça, c'est le grand danger qui guette les entreprises, parce que c'est déjà suffisamment complexe, et de se dire, ben, finalement, on va tout gérer en une fois, alors qu'en vérité, il y a un besoin d'arriver au niveau de granularité des unités organisationnelles. Et donc après, la question se pose, c'est de dire, OK, il y a cette complexité, le mariage de ces deux complexités, de la CSRD d'un côté, de l'entreprise de l'autre, et la question c'est, comment on va gérer ça? Qui va gérer ça? Et étant donné qu'il y a une profusion, typiquement dans une entreprise assez large, vous allez avoir des centaines et des centaines, voire des milliers de connecteurs. Et la question c'est, OK, comment organiser ça? Et la seule et unique façon, et on reviendra sur les questions de coûts et d'investissement après, c'est d'arriver à faire participer les acteurs, de responsabiliser les personnes, des personnes désignées dans l'entreprise avec l'assistance de tiers, de manière à pouvoir faire progresser ces différents éléments de la CSRD, puisque aujourd'hui, tout le monde est sur la ligne de départ. Et aujourd'hui, je pense que si on est à 1% d'entreprises qui sont déjà en conformité, c'est beaucoup. L'immense majorité des entreprises se retrouvent avec des gaps de conformité extrêmement importants. Donc, c'est ça le défi, le modèle qu'il faut arriver à mettre en place et arriver à gérer cette complexité. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment la plateforme de Sustain It Right a été bâtie sur ce concept. Comme je le disais en introduction, la plateforme, elle a été bâtie sur une technologie prouvée de gestion de programmes complexes qui ensuite a été adaptée aux spécificités de la CSRD. Donc, je vais juste vous montrer quelques éléments ici, et en particulier comment les responsables à qui ont été assignés des responsabilités. Alors, on va voir. OK, voilà. Donc ici, par rapport à ce que je viens de montrer, je suis un responsable désigné et on m'a demandé d'aller évaluer et de regarder la situation de l'entreprise par rapport à une des exigences de la CSRD, une ou plusieurs, dans une ou plusieurs unités organisationnelles. Donc, j'ai des instructions qui m'expliquent de quelle façon je dois m'y prendre pour rapporter ces éléments, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et donc, au travers de cette interface, je suis capable d'accéder directement au texte de la réglementation. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà plongé dans le texte de la réglementation, vous savez sans doute que c'est ardu, c'est très lourd, c'est du langage qui parfois peut paraître académique et qui donc a besoin d'une traduction. Donc ici, l'idée c'est de pouvoir permettre à chacun de pouvoir comprendre la norme, dans un premier temps en faisant une lecture comparée et simultanée entre le texte, donc celui qui a été publié le 31 juillet, et les points de données, donc les fameux data points, les 1500 data points qui ont été publiés par les FRAG le 22 décembre 2023. Et en fait, ces data points ont une vertu, évidemment, ils définissent ce qui doit être publié, mais c'est aussi une façon de comprendre la norme et de pouvoir mettre les data points en contexte avec le texte. Au-delà de ça, donc des éléments qui peuvent être associés de guidance pour aider les personnes qui ont été désignées comme responsables à avoir une vue appréciative de où se situe l'entreprise par rapport à ces nouvelles obligations. Donc, ça, c'est la vue au niveau des évaluateurs. La plateforme est conçue de telle façon que la scalability
Donc, et maximum, c'est-à-dire qu'on peut définir n'importe quel modèle de gestion avec n'importe quel nombre d'unités organisationnelles et de responsables pour pouvoir ensuite, donc il y a tout un workflow d'évaluation que je ne montrerai pas ici, mais pour vous montrer les résultats finaux, donc sur un exemple qui contient 277 points d'évaluation, 25 unités et 14 évaluateurs, de pouvoir analyser les résultats des feedbacks. Et ce qui est important, c'est non seulement on parle de score, c'est-à-dire de niveau de gap de conformité, mais également avec tous les feedbacks qui sont associés au niveau de chacun des disclosure requirements et la possibilité de visualiser quels sont les éléments qui disposent de plans d'action, ceux qui n'en disposent pas, etc. Et de pouvoir effectuer des comparaisons à n'importe quel niveau de granularité dans le référentiel des ISRS, soit au niveau global, soit au niveau de chaque ESRS, soit au niveau de chaque catégorie, ou alors au niveau le plus granulaire de Disclosure Requirement. Et juste pour prendre un exemple célèbre, qui est celui des émissions de gaz à effet de serre, donc d'être en mesure de pouvoir avoir une vue comparative des différentes unités organisationnelles dans lesquelles ont été alloués ce critère, ce disclosure requirement en particulier. Et enfin, je terminerai avec ce point, c'est la possibilité également, et ça c'est très, très important, d'avoir une vue, de fournir une vue complètement intégrée du programme CSRD dans lequel chacune des exigences ici se retrouve donc avec l'allocation par unité, les évaluateurs qui ont été désignés, les scores qui ont été attribués, les commentaires, des documents joints pour justificatifs, des plans d'action éventuels et avec tout cela en mode supervisé avec la capacité de réviser. Et ce point-là, et je terminerai sur ce commentaire, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus de plus en plus fort pour dire que la majorité des entreprises à la fin de l'année 2024 ne seront pas en conformité car le chantier est trop vaste. Et ce qui va devenir essentiel finalement, ce n'est pas d'être en conformité ou de ne pas l'être, mais plutôt de démontrer que votre entreprise a été capable de mettre en place un programme qui permet c'est la CSRD le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est très important et c'est ça qui permettra en fait aux entreprises de démontrer la capacité à progresser vers l'excellence. Et je terminerai sur ce slide ici. Donc, pardon, excusez-moi. Hop. OK, donc, pour terminer, donc, la plateforme, c'est une gestion intégrée, digitalisée et semi-automatisée de la CSRD, une identification et justification précise de tous les gaps, l'orchestration de l'implication de tous les acteurs, l'analyse de matérialité et de conformité guidée par des benchmarks détaillés, et enfin, la connexion du programme CSRD avec les projets d'excellence. Et donc ça se traduit par un programme pleinement contrôlé, des coûts de gestion et des risques de non-conformité drastiquement réduits, des priorités clairement identifiées et budgétées, et une habilitation et une responsabilisation maximisée de tous les acteurs sur les fronts de l'ESG pour finalement fournir un pilotage intégré de l'excellence en ESG. Et la dernière chose que je voulais partager, c'est que si vous allez sur le site de Sustainalytics, vous avez 3 ressources en accès libre. Un qui est une base de connaissances sur la CSRD où vous trouverez un certain nombre de documents clés. Un autre qui est un navigateur au travers des ESRS, donc qui correspond en fait à ce que je vous ai montré dans la vue évaluateur. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'accéder à une auto-évaluation vous faites votre propre auto-évaluation de la CSRD. Donc, voilà, les ressources ici, pour naviguer au travers des ESRS et des différents éléments, vous retrouvez la même logique avec les textes et les data points. Et enfin, pour le self-assessment,
C'est très simple, hein. Vous pouvez avoir accès à la plateforme pour d'abord appliquer des filtres de matérialité sur les éléments d'obligation, pour réduire le périmètre où vous le souhaitez, et pour ensuite dérouler l'ensemble du workflow pour arriver à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et puis donc je me tiens à votre disposition s'il y a quelques questions sur le sujet. Et avec cela, je repasse la parole et le micro à Anne-Sophie. Merci beaucoup, Marc. J'espère effectivement qu'on aura le temps de prendre quelques questions à la fin. Bernard, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la solution que vous proposez et comment elle va aider les entreprises à poursuivre ce chemin vers la CSRD? Avec plaisir, Anne-Sophie. Donc d'abord, je vais compléter le propos de Marc, c'est-à-dire que pour être en mesure de répondre aux obligations de la CSRD, il va d'abord falloir faire le travail que Marc a décrit, c'est de savoir si je suis concerné, où est-ce que je suis concerné, et comment et de quelle manière nous allons pouvoir collecter l'information. Et c'est là, en fait, où nous, notre plateforme, elle vient juste après. Donc, je vais partager juste un seul écran pour que nos participants, nos 80 participants puissent avoir une idée de ce qu'est notre... Nous avons édité un portail de pilotage de la stratégie RSE augmenté par l'intelligence artificielle. Et quand je dis augmenté par l'intelligence artificielle, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2019, c'est-à-dire 3 ans avant l'arrivée de ChatGPT. Donc, on a une vraie vision de ce que c'est. Ce portail va permettre aux équipes de trouver de l'inspiration. Donc, ça, c'est très important parce que la CSRD, c'est une mesure, mais si vous rapportez le même chiffre d'une année à l'autre, on va vous dire, vous ne vous améliorez pas. Or, pour vous améliorer, il va falloir changer les choses. Et pour savoir par quoi on peut changer, c'est là où nous avons une librairie de plus de 6000 bonnes pratiques, clean technologies, matériaux alternatifs qui vont permettre d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait travailler différemment. Alors bien sûr, dans la plateforme, vous avez un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de piloter. Vous allez avoir un module d'éco-design, vous allez avoir un module de plan de transition climat qui est un des attendus de la CSRD, et j'y reviendrai juste après. Et vous allez pouvoir bien sûr mesurer votre maturité sur le développement durable dans son sens large et ensuite faire le rapport CSRD. C'est-à-dire que vous allez pouvoir piloter votre action stratégique et à travers ce pilotage-là, être en mesure de publier ce rapport. En outre, nous avons, parce que nous savons que la problématique de la CSRD, comme la problématique de l'environnement durable, c'est que c'est un sujet complexe. Donc, vous avez un module académie où vos équipes peuvent apprendre de nouvelles choses sur le développement durable, etc. Donc, on a vraiment créé une plateforme de bout en bout qui a pour vocation d'aider les entreprises dans leur transition. Alors, comment est-ce que nous, on aide à dépasser cette complexité qu'est la CSRD? En réalité, on va revenir aux bases. Anne-Sophie, on va d'abord se rappeler que la CSRD, c'est finalement qu'une version de la RSE, mais poussée dans son plein scope, c'est-à-dire que c'est à la fois facile et c'est pas simple. Alors pourquoi je dis c'est facile? Parce qu'en fait, on se dit une fois qu'on sait ce que l'on doit mesurer, qu'on se fixe un objectif, il y a du travail, mais c'est juste un objectif. Donc ça, c'est le côté facile. Le côté pas simple, c'est d'arriver à opérationnaliser et de piloter cette stratégie. Donc, quels sont les objectifs? Quel projet je peux lancer pour les atteindre? Comment faire comprendre que tout le monde a un rôle à jouer? Parce qu'effectivement, quand la CSRD va rentrer dans le détail, elle va rentrer dans le détail de chaque fonction d'entreprise, de chaque secteur. Et en plus, il va falloir piloter, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir une capacité à suivre au mois le mois l'exécution du plan stratégique RSE pour que notre publication CSRD soit vraiment bien reconnue, parce qu'il y aura un petit phénomène de comparaison entre les acteurs parce que les données seront publiques. Et donc, il va falloir quitter ce qu'on a aujourd'hui, ou aujourd'hui, quelque part, quand on fait un rapport de développement durable, pardonnez-moi l'expression, Anne-Sophie, mais on édite un rapport d'autopsie. C'est-à-dire qu'une fois par an, généralement 2 mois après la fin de l'année, on va expliquer pourquoi on n'était pas au rendez-vous l'année dernière, mais on peut rien changer. Donc pour nous, on considère que la CSRD, c'est pas qu'un énième format de reporting. Il va falloir dompter cette complexité. Il va falloir qu'on dise adieu au simple CO2, sur lequel tout le monde a été très confortable ces 20 dernières années. Et bonjour l'eau, bonjour les déchets, bonjour le e-waste, bonjour la biodiversité avec une mesure objective et non pas simplement compter les papillons sur une vidéo de caméra de surveillance. Donc, on va vraiment devoir avoir à affronter un niveau de complexité de plus en plus important en termes de diversité d'angles de vue sur l'empreinte environnementale. Et croyez-moi, j'ai lancé un think tank en Angleterre avec des responsables de développement durable dans des très, très grosses structures. Et grosso modo, ce qui en sortait, c'est, écoutez, nous, pour l'instant, la CSRD, c'est simple, c'est TCFD puissance 10 000. Donc, on est pétrifié à l'idée
que ça se met en place parce que le niveau de complexité est énorme et en plus, il va falloir que l'on anime toutes les personnes dans l'entreprise pour améliorer. Et c'est là où on nous dit que nous, la capacité que l'on a, c'est qu'on considère que c'est un excellent moyen de challenger le statu quo et de sortir de cette simple déclaration qu'on pourrait avoir de dire je m'engage à être neutre pour le climat en 2029, 2030, 2031, choisissez la date qui vous va bien. Parce que la CSRD, en fait, elle inclut deux choses. D'abord, ce nouveau corpus de KPI, de métriques, avec cette immense complexité que Marc a largement décrit avec une extrême grande efficacité, mais aussi elle va vous demander un plan de transition climat. Et ce plan de transition climat qui est attendu, c'est pas simplement cette déclaration que je viens de dire, à savoir, sur l'honneur, je m'engage à avoir une trajectoire. Il va falloir, et l'Europe va exiger de vous, dans les publications, d'expliquer sur chaque KPI d'où on part, où est-ce que vous comptez arriver, en combien de temps vous comptez y arriver, et quelles sont grosso modo les différentes marches que vous allez passer, et comment vous allez passer chacune de ces marches. Donc là, ça veut dire que les équipes en charge du développement durable, les Sustainability Leads ainsi que la finance, parce que c'est un reporting extra-financier, vont devoir enclencher un vrai dialogue avec toutes les fonctions de l'entreprise pour savoir comment chacune des fonctions peut contribuer aux différentes marches. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a un module dédié au plan de transition climat qu'on a élaboré cet été, parce qu'effectivement, il va falloir être capable de montrer qu'on a une trajectoire, qu'on l'a conçue avec tous les acteurs de l'entreprise et qu'on sait exactement comment on va la délivrer. Alors maintenant, Anne-Sophie, une trajectoire, ça reste une trajectoire. Alors moi, pour faire de la voile, quand on me dit qu'il faut remonter au vent, je sais qu'il va falloir que je tire des bords. Mais si je sais que je suis capable de dire, écoutez, j'ai ma carte, j'ai le cap, voilà où je veux arriver. Alors peut-être que en 2030, je ne ferai pas la marche que je voulais faire, peut-être qu'elle sera un petit peu moins grande, peut-être un peu plus. L'important, c'est que j'aille dans la bonne direction. Parce que comme il va y avoir une comparaison de ces publications, on va très vite savoir quels sont les acteurs qui sont simplement en train de ne pas s'occuper du sujet et qui considèrent que c'est un anime reporting. Et donc, du moment que j'ai mis le même chiffre, même si c'est le même chiffre que je dis depuis 3 ans, c'est pas grave. Non, là, ça va devenir grave parce qu'on va vouloir rentrer dans le détail. Il va falloir être capable de transformer. Donc, pour nous, la CRD, c'est un formidable vecteur de transformation et de croissance. Parce qu'une fois qu'on est capable d'enclencher ça, que vous avez travaillé sur une pleine empreinte environnementale, CO2, eau, biodiversité, vous allez engager tous les métiers, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, votre entreprise va être connue pour tenir ses engagements. Donc, vous avez une image de marque qui va grandir. Vous allez avoir moins de talents qui vont partir. Vous allez attirer des talents qui savent que quand ils viennent travailler chez vous, vous êtes vraiment en train d'œuvrer pour le climat. Vous êtes capable de démontrer à la sphère financière que vous faites ce que vous dites. Vous êtes capable de vous améliorer. Donc, vous êtes capable de négocier des taux d'intérêt plus flexibles, plus intéressants quand vous allez avoir négocié des subventions financières. Vous allez avoir une meilleure appréciation par les analystes financiers si vous êtes coté en bourse. Il n'y a que des bonnes choses si on considère véritablement la CSRD comme un vecteur de transformation, l'opportunité de tout repenser. Et pour ça, il va falloir faire une situation de départ avec des outils comme ceux de Marc pour savoir exactement si je suis concerné et où. Il va falloir des plateformes comme la nôtre pour être capable de piloter et de suivre la mise en œuvre des projets pour avoir quelque chose à publier. Il va falloir avoir besoin d'experts, mais ça, c'est pas nous. Ce sera plutôt Isabelle qui va en parler après, qui vont sur chacun de ces sujets métiers opérationnels, parce que ça va rentrer dans le cœur du réacteur nucléaire. Il va falloir qu'on aille voir la logistique, le marketing, le légal, l'IT, l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et sur certains de ces périmètres, nous, on va pouvoir permettre à nos clients de s'inspirer de ce qui existe, parce que nos IA ont trouvé à travers la planète plus de 6000 bonnes pratiques clean tech matériaux alternatifs. Mais pour la mise en œuvre, vous allez avoir besoin d'accompagnement. Alors nous, on est sur un système d'abonnement, c'est-à-dire que le coaching est intégré, mais on sait très bien qu'à un moment, il faut une expertise, et c'est là où il faut savoir se tourner vers d'autres. Donc, j'estime que dans ces cas-là, si je dois passer sur ces aspects-là, je la passerai à Isabelle. Très bien, merci beaucoup. Justement, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer les compétences qui vont être nécessaires à cet exercice complexe, comme on l'a vu ? Oui, merci Anne-Sophie et merci Bernard d'avoir fait la transition parfaite. Parce qu'en effet, après les présentations des différentes solutions qui permettent d'accélérer et simplifier, il va aussi falloir des gens pour mettre en œuvre, pour apporter des expertises. Alors, avant de présenter toutes les compétences, expertises qui vont être nécessaires, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, qui est en effet la complexité de la CSRD que Marc et que Bernard mentionnaient, et que vous mentionniez Anne-Sophie aussi. C'est complexe parce que en ligne de mire, ce qu'il y a derrière, c'est quand même la transformation des modèles d'affaires
dans le respect des limites planétaires. C'est ça qui est compliqué quand même, hein, au-delà de la mise en conformité. Moi, si j'ai une recommandation pour réussir à rentrer dans cette complexité, il y en a une, c'est dès l'analyse de matérialité, il est important de mobiliser des scientifiques. Parce que les scientifiques, c'est des gens qui explorent en permanence la complexité de l'environnement. Et au moment de l'analyse de matérialité, pour s'assurer que les plans de transition affichés et les incidences du modèle d'affaires sont bien évalués, les scientifiques savent donner cette vision-là. C'est toute la logique qu'il y avait derrière les science-based targets, que ce soit sur le climat ou la nature. Donc, mobiliser des scientifiques du climat, mobiliser des scientifiques de la biodiversité, mobiliser des scientifiques autour de l'eau, c'est une manière d'adresser cette complexité. Et de toute façon, si ce n'est pas le cas, il y aura une espèce de rattrapage parce que la norme elle-même demande à faire intervenir des experts qui sont à même de donner l'état de l'art scientifique sur les différents sujets environnementaux en tout cas. Donc moi, c'est une de mes recommandations, c'est d'oser mobiliser des scientifiques et c'est pour ça que alors, sur Needle, on a constitué des pools de scientifiques qui sont habitués à travailler avec les entreprises. On en a plein qui savent travailler avec les entreprises et qui sont mobilisables extrêmement rapidement. Alors, pour répondre plus directement à ta question, Anne-Sophie, ce qu'il faut bien voir, c'est un des risques, et c'est ce que mentionnait Marc, c'est que finalement, cette CSRD reste un sujet technique, fait par des techniciens pour des techniciens, et à ce moment-là, on aura un peu tout loupé, on sera passé, je pense, à côté de l'ambition de ce règlement. Et pour que ça soit un véritable programme de transformation des modèles d'affaires, y a plein de compétences extrêmement diverses à mobiliser. Alors, en appui de mon propos, j'ai mis quelques résultats d'une enquête qu'on a menée avec Needle auprès de spécialistes de la mise en œuvre de la CSRD, c'est-à-dire des gens qui font depuis quelques mois, qui accompagnent et qui font. Et les résultats de cette enquête, ça illustre en fait la diversité des compétences et des expertises qu'il est nécessaire de mobiliser. Alors là sur la planche que je présente, vous avez sur l'analyse de double matérialité, vous avez les spécialistes de l'évaluation de l'impact, les gens qui vont être spécialisés également dans l'orchestration, le dialogue avec les parties prenantes, les gens qui vont être plutôt spécialisés, et là on va retrouver les scientifiques sur l'identification de l'incidence des activités de l'entreprise sur l'environnement. Donc ça, déjà au moment de l'analyse de matérialité, donc la première étape, il y a tout un tas de compétences différentes à mobiliser. Alors là j'ai pris l'exemple de l'ESRS E1 sur le climat. Là, de la même manière, pour répondre à tous les sujets sur lesquels il faut reporter dans cette ESRS E1, il y a différents types de compétences. Il y a les spécialistes des plans d'atténuation, les spécialistes de l'adaptation, qui est un autre sujet, les gens qui vont être plutôt spécialisés autour de la compensation carbone, du prix interne du carbone, c'est des compétences qui sont différentes à chaque fois, ou de l'évaluation très quantitative des risques climatiques. Et puis le dernier exemple que j'ai pris, alors qui est très global sur la CSRD, là on voit les compétences diverses autour de cette mise en œuvre et des compétences qui devront être orchestrées bien souvent d'ailleurs par les directions financières qui deviennent les chefs de file de l'implémentation de la CSRD. Et là, on retrouve des gens qui sont spécialisés plutôt sur la data environnementale, et ça rejoint tout ce qui nous a été présenté précédemment. Les gens qui sont spécialisés, plutôt des spécialisations autour de l'organisation et du programme management pour coordonner l'ensemble des fonctions qui sera nécessaire de faire travailler. Évidemment, les gens qui savent faire du narratif, des rapports de durabilité. Enfin, vous voyez tous ces différents types de compétences qui s'affichent là. Et nous, c'est pour ça, c'est avec cette conviction-là qu'on a constitué
chez Needle un pool de personnes qui avaient ces différentes spécialisations et qui sont mobilisables de manière ultra rapide. Et ça, c'est l'intérêt des plateformes digitales, mobilisables de manière ultra rapide. En 24 heures, il est possible de mobiliser la bonne compétence au bon moment quand vous en avez besoin. Voilà, on va passer la parole à Catherine qui va nous illustrer, hein, je crois, en tant que Merci Isabelle, j'ai effectivement passé la parole à Catherine. Je ne sais pas s'il est possible de répondre simplement à ce complément de question, mais quelle serait la bonne pratique pour que ces entreprises intègrent les scientifiques, en fait? C'est des gens qui sont aujourd'hui assez éloignés de l'entreprise. Voilà. Comment simplement on peut aider ces entreprises à les intégrer? Oui. Alors, ils ne sont pas toujours si éloignés de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre qui travaillent d'ores et déjà avec des entreprises. Et il se trouve que on a en France un certain… il y a quand même une coupure entre le monde scientifique et le monde des entreprises. C'est moins le cas dans le monde anglo-saxon. Bernard, on pourrait en discuter sur dans un autre webinaire. Donc, je pense que déjà, il faut aussi se ôter l'impression que les scientifiques ne connaissent rien à l'entreprise. Pour une bonne partie, ça n'est pas le cas parce que quand ils mettent des recherches opérationnelles qui sont souvent financées par le privé, par des directions de la recherche, ils sont amenés à collaborer avec des entreprises. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Bon, et la deuxième partie de la réponse, c'est que tout ça s'organise, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement précis dans ce qu'on attend des scientifiques et voilà, et ça s'organise souvent en des sessions. Nous, on organise des sessions d'une demi-journée avec des scientifiques en ayant formulé au départ les éclairages qu'on attendait d'eux au vu de leurs recherches. Merci Isabelle. Catherine, donc dans ce nouveau paradigme qu'on vient de décrire, que devient une direction financière? Quel est son rôle? Et comment évoluent ces relations avec les différentes parties prenantes de l'entreprise, peut-être spécifiquement avec la direction RSE, ou pas d'ailleurs, je me dirais si c'est avec elle que ça évolue le plus. Tout d'abord, je dirais que pour les directeurs financiers, j'imagine un reporting de plus, extrêmement complexe, extrêmement dense. On appelle extra-financier, mais qu'on va probablement demander aux directeurs financiers de produire, parce qu'ils sont un peu les garants. Dès qu'il y a 3 chiffres à sortir, on se remène, on va les voir, on leur dit écoute, reporting plus chiffres, c'est pour toi. Voilà. Donc, je pense qu'ils doivent être extrêmement, et je témoigne à ce titre, hein, extrêmement embarrassés de récupérer ce genre de sujet. Une fois qu'on a dit que c'est un mélange d'outils, de bons sujets, que c'est obligatoire, que c'est là pour durer, on ne fait que se mettre des pressions supplémentaires. En plus, ça va être publié, comparable. On ne va pas s'en débarrasser en un petit coup de cuillère à peau. Mon message, il est là de dire il faut engager quelque chose de solide, de durable, et il n'y aura pas de miracle. Est-ce que le DAF est la solution? Probablement, il en fait partie, mais il ne pourra pas être tout seul. On l'a dit, il faut travailler avec tous les métiers. Ce n'est pas toujours simple, mais surtout, je pense qu'il faut obtenir un engagement très fort, pas seulement des métiers. Bon, il ne faut pas seulement désigner des responsables, leur dire tu auras du temps, des ressources, etc. Il faut que la direction elle-même, les présidents, les CEO, whatever, les actionnaires, s'engagent également dans ce programme. Donc, il faut leur expliquer les enjeux, réexpliquer que ce ne sera pas une solution court terme qui va y répondre, de manière à ce qu'ils impriment leur vision, leur volonté et leur engagement. Sans quoi, on risque, en tant que DAF, de se lancer avec des achats d'expertise externe, des outils très très bien, etc. Mais on ne sait pas où on veut aller. Donc ça risque de ne servir à rien et de perdre beaucoup d'énergie. Donc mon message, c'est plus de dire informons-nous en tant que directeur financier, faisons appel aux bons experts, aux bons outils, comme les plateformes qui permettent de décrypter les normes, les obligations. Faisons appel aux métiers dans l'entreprise pour évaluer la situation. Faisons appel au management pour évaluer et permettre à l'entreprise de s'engager dans une démarche solide
durable, crédible. Si on n'est pas sincère et intègre dans ce qu'on lance, on va sortir, du bullshit. Et ça se verra. Donc, je pense qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup d'écueils, s'y coller avec peut-être des priorités. Je comprends que le scope est large, qu'il faut tout faire en même temps, qu'il faut tout remplir. Mais ma pratique en tant que DAF, c'est de dire que parfois, mieux vaut choisir quelques bons sujets et s'y tenir. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que c'est une manière quand même de montrer qu'on peut progresser parmi d'autres. Voilà, donc pour moi, je pense que en plus, la France s'est lancée un petit peu comme pionnier dans le sujet, donc on ne peut pas tellement s'inspirer des bonnes pratiques ici ou là. Il faut capitaliser sur ce qui a été déjà fait sans le jeter. Il faut aussi se préparer à ce qu'éventuellement ça évolue. Donc c'est quand même extrêmement complexe. Faisons en sorte d'utiliser les bons outils, les bons experts et adaptons le sujet à l'entreprise. Je ne pense pas qu'un seul cadre conviendra à tous, comme le disait Marc. Sa plateforme permet d'adapter soit au métier, soit à la diversité de l'organisation. Benchmarkons quand on peut benchmarker et préparons-nous aux publications qui vont être là pour durer. Encore une fois, c'est ça. Il ne s'agit pas de faire une course contre la montre là sur l'année. Il faut pouvoir avoir de la vision. Voilà, donc moi, j'ai pas tellement d'expérience pratique en la matière. Je pense que peu de personnes l'ont. Il y a eu des sujets similaires dans le passé pour les directeurs financiers, les lois sur la sécurité financière, où on disait, on prend un contrôleur interne, il va cocher des cases et c'est bon. Moi, j'avais l'habitude de dire, non, le contrôle interne, c'est l'affaire de tous. Et je crois que la CSRD, c'est aussi maintenant l'affaire de tous. De la même manière, donc il faut s'inspirer des pratiques qui ont pu être faites dans le passé pour essayer de les répliquer sur ce nouveau sujet qui est là pour durer et incontournable avec de forts enjeux de compétitivité, de réputation et d'attractivité. Merci. Et effectivement, ça arrive naturellement dans l'escarcelle des directions financières. Comment vous voyez l'équilibre? Alors, je comprends bien que tout le monde doit être mobilisé, c'est l'affaire de tous, mais comment vous voyez ce nouvel équilibre sur ces sujets-là de finances durables ou de responsabilité d'entreprise entre direction financière et direction RSE? On ne pourra pas faire un transfert de responsabilité. D'ailleurs, il ne le faut pas. Il faut que les gens restent responsables. Le DAF doit se présenter comme un grand chef d'orchestre au service d'une organisation, d'un patron et d'un projet. Après, c'est pas toujours natif dans l'ADN d'un DAF d'être le chef d'orchestre. C'est effectivement parfois facile de compter, de faire un état des lieux. Après, passer en mode plan d'action, il y aura besoin des opérationnels pour faire en sorte que ça arrive. Voilà, donc en aucun cas, on remet ça dans une seule case sur une seule personne. En revanche, il faut quand même clarifier parce que la communauté où tous on avance en même temps comme ça, avec beaucoup d'entrain main dans la main, on sait que ça n'existe pas. Donc, dans chaque société, il faut définir les rôles et les responsabilités de chacun. Voilà. Merci. Merci. C'est effectivement important de mobiliser. Bernard, vous parliez tout à l'heure de tous les bénéfices qu'il y avait dans cette réglementation et de tout ce que ça pouvait apporter de positif. Peut-être que pour conclure, on peut dire au-delà du positif, il y a des vrais risques à pas pleinement se lancer dans cet exercice. En tous les cas, à ne pas s'y lancer avec cette vision de transformation. Voilà, pourquoi c'est aujourd'hui si important cet investissement? Je pense que, vu le sens de l'histoire, c'est-à-dire la pression incrémentale, année après année, comme une vraie crémaillère qui va amener les entreprises à se transformer, et pas que les entreprises, Sophie, c'est toute organisation. Là, on parle d'entreprise privée, vous avez la même contrainte sur un EPIC en France ou sur d'autres structures. C'est tout simplement quelque part, et là, je pense que nos 80 participants vont être très, je dirais, en lien avec ce que je vais dire, c'est on a tous compris dans les 3 dernières années à quel point ne pas corriger la trajectoire climatique mettait en risque nos activités opérationnelles et business.
parler aujourd'hui à des gens qui sont dans le nord-est de la France de l'impact des inondations sur leur outil de production, je pense qu'ils ont tout à fait compris qu'effectivement, nous sommes rattrapés par les événements climatiques que nous avons tout de même contribué à créer avec l'augmentation. Et donc aujourd'hui, il va falloir collectivement se retrousser les manches. Et quelque part, la montée en puissance je dirais, de la CSRD, comme on verra à travers la planète, il y en a d'autres. Hein, en Amérique du Nord, il y a d'autres types de régulations, il y en a d'autres qui arrivent en Asie. En fait, c'est tout simplement, quelque part, pour l'entreprise, acheter son droit d'être toujours en business. License to operate. À un moment ou à un autre, si vous voulez être en activité, il va arriver un moment où si vous n'êtes pas en mesure de dire que vos activités sont pensées, et quand je parle activité, c'est l'ensemble des actions de l'entreprise, dans toutes ses fonctions, dans toutes ses opérations, n'est pas pensé pour être positif ou contribuant à une trajectoire positive en termes de vie, vous allez avoir énormément de difficultés à juste être en business. Aujourd'hui, par exemple, alors ce n'est pas encore tout à fait le cas en France, quoique c'est déjà le cas dans le sud de la France, mais en Californie, vous ne trouvez plus un seul viticulteur qui est capable d'être assuré. Les assureurs ne veulent plus assurer les viticulteurs basés en Californie. On a déjà le cas en France ou dans le sud-est de la France, vous avez des personnes qui ne sont plus assurées sur leurs outils de production parce qu'ils sont dans des zones à risque. Donc aujourd'hui, à un moment ou à un autre, s'attaquer à la CSRD, c'est effectivement s'acheter le droit de continuer à être en opération. Et il y aura un filtre naturel, une sélection naturelle, où effectivement le consommateur ou les investisseurs vont se détourner de ceux qui n'auront pas la capacité à prouver qu'ils ont pris le sujet à bras-le-corps et qu'ils sont en train d'améliorer leur empreinte environnementale. Voilà comme nous, en tout cas dans notre philosophie de greening, c'est comme ça qu'on voit les choses. Améliorer son empreinte environnementale est un vecteur de survie économique, est un vecteur de stratégie de croissance. Il faut absolument s'en emparer, je dirais, dans le bon sens. Pas juste un Xème reporting qu'on va faire, où on a présenté juste les mêmes données, mais dans un format un peu différent. On a pris les mêmes briques Lego, on les a juste triées différemment. Non, non, vous passez à côté du sujet. Les entreprises qui aujourd'hui, alors qu'il nous reste exactement 5 ans, 11 mois et 1 jour avant le 1er janvier 2030, ne sont pas en capacité, comme l'exige l'Europe, dès janvier 2025, de préciser comment est-ce qu'elles ont pris le sujet à bras-le-corps, quelle est leur trajectoire, quel est leur plan de transition climat et comment elles s'améliorent. Celles-ci, je peux vous garantir que je mets un billet de 10 € sur la table, elles ne seront pas en activité dans 10 ans. Marc, Catherine, Isabelle, vous voulez compléter ? Moi, je voudrais juste dire un mot sur un sujet qui rejoint le point que vous évoquiez, Anne-Sophie, et qui est vraiment d'actualité. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore sous le choc avec la CSRD. Depuis que les normes ont été publiées le 31 juillet et puis depuis que c'est devenu officiel, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de résistance. Tout le monde est, oui, c'est ça, c'est sonné. Hein. Et il y a un certain nombre d'entreprises, une proportion non négligeable, qui est en train de commencer à traîner un peu des pieds, d'autant plus que certaines prévisions ont été émises par des analystes réputés comme Forrester qui disent qu'il n'y aura que finalement 20% des entreprises qui seront en conformité à la fin de l'année. Donc on voit une certaine réticence en fait aujourd'hui des entreprises à commencer leur démarche non seulement de se mettre en conformité, mais de considérer la CSRD comme un levier potentiel vers l'excellence en ESG. Le point important, et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut que les entreprises comprennent bien, c'est que même si la peur du gendarme, entre guillemets, lors de l'audit des comptes et de la publication des premiers rapports, il y aura de facto une certaine indulgence. En revanche, ce qui va se passer, c'est, étant donné que tous ces rapports vont être tagués digitalement avec la taxonomie XBRL, dès la publication, il y aura des dizaines de milliers d'analystes qui vont commencer à faire des benchmarks et commencer à comparer les entreprises entre elles, de même taille, de même secteur, de même région, etc. Et c'est à ce moment-là que les entreprises vont se rendre compte, celles qui aujourd'hui ne démarrent pas leur effort CSRD, vont se retrouver dans la dernière partie du peloton, largués par le peloton. Et c'est à ce moment-là que les problèmes vont commencer, non seulement, premièrement, sur le plan réputationnel, et évidemment sur la capacité ensuite à accompagner ces changements qui, de toute façon, sont une méga tendance, comme le mentionnait Bernard. Les normes européennes, ça n'est pas un phénomène européen, c'est une tendance lourde.
la planète entière est en train de considérer des normes de reporting ESG. Et donc, on parle de global baseline. On arrivera à une global baseline avec des règles standards qui s'appliqueront sur l'ensemble des pays. Très bien. Je ne sais pas si Catherine ou Isabelle, vous souhaitiez poursuivre ou si on prend quelques questions des participants, comme vous voulez. Alors, moi, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez Eva ou Alexandre, si certains participants lèvent la main ou s'il y a des questions dans le chat. Il y a une question de Rohan Kapoor qui est dans le chat. Non, moi, je la vois pas. Je vous laisse, Bernard, si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Anne-Sophie, pas de souci. Donc, la question, c'est pour un jeune cabinet de conseil qui existe dans le marché du crédit et Asset Finance Leasing Solution, est-ce que vous avez une idée comment lancer le métier ESG en France quand aujourd'hui il existe déjà beaucoup d'entreprises qui donnent leur expertise dans le sujet ESG, bilan carbone, reporting, etc. Donc j'ai l'impression que c'est pas tellement sur la question n'est pas tellement sur la CSRD et la mise en œuvre, c'est comment est-ce qu'on se positionne sur ce marché de services. C'est possible. Est-ce que, je sais pas, qui souhaite répondre? C'est vrai que c'est pas exactement sur la CSRD, c'est peut-être un peu plus difficile de se positionner sur. Est-ce que oui? Moi, je dirais simplement que pour se positionner, en fait, aujourd'hui, tout le monde sait que les entreprises perçoivent qu'il y a une problématique, il y a un défi. Il faut arriver à proposer des solutions. Donc, c'est pas simplement de l'accompagnement de quoi que ce soit, c'est des solutions pour arriver à dompter la complexité de la CSRD et en tirer toute la substantifique moelle, comme l'ont précisé Bernard et Isabelle. Et donc, c'est ça la recommandation, c'est de dire trouver un moyen de réellement être utile et de ne pas faire du MeToo qui serait purement de l'accompagnement ou de la mise à disposition de ressources. C'est un chantier gigantesque, il y a énormément de challenges, de défis, et donc essayer de trouver soit au niveau des outils, comme ce qu'on a présenté pour des outils fédérateurs, orchestrateurs, qui permettent de simplifier, d'ingérer, digérer les normes, soit dans la capacité d'apporter de l'expertise et des compétences au travers de l'IA, au travers des experts. Et je pense fondamentalement, c'est ça que les entreprises vont rechercher, c'est vraiment en mode solution, c'est pas uniquement apporter de la ressource. Alors Anne-Sophie, on a une autre question de Romuald Prost qui demande, pour les DAF, l'empreinte carbone des placements financiers de l'entreprise ou même celle de ses fournisseurs bancaires peut-il ou doit-il être embarqué? Instinctivement, moi j'entends Scope 3, mais je vais vous laisser vous positionner sur le sujet. Catherine, vous voulez répondre? Non, vas-y Bernard. Non, moi, ce qui me paraît quand même logique, c'est que la CSRD, c'est l'empreinte environnementale. Votre empreinte environnementale, elle est, et ça c'est à la limite une des rares avantages ou concepts formulés par le focus sur l'empreinte carbone, c'est la notion de scope 1, scope 2, scope 3. C'est vraiment pour moi important parce qu'en fait l'activité d'une entreprise emmène une empreinte environnementale, mais l'entreprise n'existe pas hors sol. Elle existe dans une chaîne de valeur, et donc effectivement, les acteurs avec lesquels vous êtes en relation, et ça peut être des acteurs très très loin, ont un impact sur votre empreinte environnementale au sens très très large. Donc effectivement, après, dans le secteur financier, les fournisseurs bancaires, eux aussi, ils ont une empreinte environnementale, ne serait-ce que leur data center. Donc effectivement, si vous utilisez, et je vais juste prendre cet exemple ultra basique pour illustrer ce point-là, c'est que votre empreinte environnementale en tant que DAF est aussi dépendant de l'empreinte environnementale des data centers de votre fournisseur bancaire. Romod, je ne sais pas si c'est la réponse précisément que vous cherchez, mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'appréhenderais la réflexion que vous nous proposez. Merci beaucoup. Est-ce que Eva, Alexandre, est-ce que on peut encore prendre quelques questions? Oui, bien sûr. Vous pouvez. Très bien. Ça y est, je les vois. Il y en a une autre effectivement sur. Vous avez mentionné le DAF comme naturel chef d'orchestre du reporting extra-financier. Quid de la direction du développement durable, n'est-ce pas elle, d'être responsable?
sais pas si vous voulez reprendre, Catherine, vous en avez un petit peu parlé effectivement de cet équilibre. Est-ce que vous voulez repréciser? Encore une fois, voilà, je dirais la même chose en disant qu'il faut l'adapter aussi au contexte de l'entreprise concernée. Je pense qu'il n'y a pas une solution générale pour tous. Plus il y a de volontaires pour assumer, mieux c'est. Mais il n'y a pas de contre-indication à ce que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y a pas de modèle absolu. Moi, je suis pour l'adaptation au modèle de l'entreprise. Très bien. Et pour compléter ce que dit Catherine, Anne-Sophie, je pense que ce qui est très important, c'est de dire qu'on va bien distinguer l'exécution de la stratégie de développement durable et le fait de publier un rapport sur comment est-ce que sa stratégie amène à des véritables valeurs d'impact. Donc, qu'effectivement le DAF qui est aujourd'hui, ou la direction financière qui est aujourd'hui le garant, et comme le disait Catherine, la première personne à qui l'extérieur s'adresse pour avoir des informations. D'ailleurs, c'est pour ça que les publications extra-financières sont sous le pilotage de la direction financière, font l'objet de certifications externes, d'assurances, etc. Ça, c'est nécessaire qu'effectivement la finance reste quelque part impliquée très très fortement, voire ait la capacité de dire on publie pas. Maintenant, pour publier des chiffres, il faut encore qu'il y ait des chiffres à publier. Et donc, ça, pour moi, le chef d'orchestre de l'application de la stratégie de développement durable, c'est la direction du développement durable, Éloi. C'est vraiment elle qui doit devenir le chef d'orchestre d'une transformation interne de l'entreprise, dont les résultats devront naturellement être mis à disposition d'une direction financière, qui, elle, est le chef d'orchestre du reporting extra-financier. Oui, et je vais juste compléter sur ce point-là, c'est que nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des organisations assez intéressantes qui sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire que, certes, la direction financière est chef d'orchestre, mais il y a des triumvirs ou des quartettes qui se mettent en place entre direction financière, direction de la RSE ou du développement durable, direction des SI, puisque data environnementale, nouvelles solutions, et puis direction des achats aussi, parce qu'il va falloir aller demander des données auprès des fournisseurs. Donc, il y a souvent des task force qui se montent comme ça au sein des entreprises pour mener ces programmes de transformation, avec même des rapprochements organisationnels entre les directions de l'impact ou de sustainabilité et des directions financières. C'est ce qu'on observe aujourd'hui dans certains groupes. Très bien. Il y a deux questions encore. Une qui est très large, c'est quelles transformations peuvent mettre en place les assureurs pour répondre aux exigences CSRD. Bernard, je ne sais pas si vous voulez répondre. La réponse n'est pas simple. Chaque assureur aura sa propre trajectoire, mais… Moi, j'ai une réponse très très claire. Vous demandez à Marc de vous accompagner sur un diagnostic pour savoir comment est-ce que vous êtes concerné et dans quelle mesure votre organisation est-elle déjà en mesure. Une fois que vous avez fait ça, venez nous voir avec Isabelle, on va vous trouver les sources d'inspiration et les équipes pour vous aider à décliner ce plan. Mais en tout cas, ça passe toujours par se poser la question, parce que les textes sont très riches. C'est ce que Marc et vous, Anne-Sophie, expliquiez dès le départ. Les textes sont très très riches, très ambitieux, et donc il faut être capable d'abord de faire cette première analyse, de savoir par quoi et par quelle partie de ce texte suis-je concerné. Et pour les assurances, il y a à mon avis des spécificités qui ne sont pas les mêmes que pour un fabricant de voitures. Une dernière question. Les indicateurs et actions sur l'axe social ne risquent-ils pas de détourner l'axe environnement? Alors, je pense pas qu'il y ait de risque en tant que tel. Alors, c'est tout le sujet de l'analyse de matérialité du début, d'évaluer l'incidence des impacts entre l'environnement, le social, la gouvernance, avec une analyse de matérialité qui est faite conformément à ce qui est demandé, et conformément à ce qui est demandé, qui est bien faite. Bon, si les enjeux sociaux d'une entreprise sont plus matériels que les enjeux environnementaux, ça sera le fruit de l'analyse de matérialité. Donc, je pense que ça se résout comme ça. Très bien. Merci à tous. Merci pour la qualité de ces échanges, pour votre intervention. Puis je vous repasse la parole, Eva. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Belle journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.